en minuscule. Oui, Z. Z en majuscule. Ah, j'ai mis. M8. M8 ou M8? M8. G. G majuscule. BE. Z majuscule. Envoie-moi ton... Ah, j'étais. Attends, je crois que j'étais dans les majuscules. M. Donc c'est M minuscule, 8, G. G majuscule, B, E minuscule et Z majuscule. Ah, ça y est. Je ne te vois pas dans la réunion. Moi, je suis là. Ah, rejoindre la réunion. Ah, voilà. Ah, Cassie a besoin l'appel. là. Voilà, Cassie, t'es dedans. Maintenant, tu dois loguer, tu dois partager ton écran. C'est un petit truc en bas de ta fenêtre de dialogue. Tu vois Partager du contenu. Une espèce de carré avec une flèche vers le haut. Je vais couper le micro de la salle, Félix, parce que ça fait à l'arsène. Il faut soit te couper celui de Cassie, soit celui de la salle. Et Cassie, le mieux, c'est que Cassie mette son micro désactivé et que Cassie descende à 0 le son de son ordi. Oui, j'essaie d'arrêter. Là, c'est coupé. Comment? Coupe ton micro, Cassie. Peut-être qu'il faut arrêter de partager l'écran pour couper le micro de Cassie. Là, mon micro est là. Ou bien c'est pas grave, vous partagez. Ah voilà, c'est parfait. Le micro de Cassie est coupé, super. Il faut allumer le micro de la salle. Sur la tablette, il y a un petit truc pour allumer le micro de la salle. Ok, voilà, comme ça tu dois nous entendre. Voilà, super. Là, c'est parfait. Et Cassie, c'est parti. On a 11 minutes de retard, c'est rien, c'est rien. Alors, plein d'écran. Oui. C'est le mettre ici, tu dois cliquer juste ici. Je suis où là? Ici, au diaporama? Non, là, ici, là où j'ai mon point, mon doigt. Descends. Là? Ouais. Voilà. Et il ne veut pas. Ah si. Voilà. Ah, voilà. On est arrivé. Je suis allée là dedans. J'espère que ça va aller. Oui. C'est vrai que c'est un peu. On en a parlé là. Je ne sais pas comment ça peut non plus. C'est pas comme. Bah oui. Voilà, on est bon? On y va? Il y a juste Jack qui arrive. Non, allez. Vas-y, Ben, commence. Comment? Comment? Donc vous m'entendez? Ça doit s'enregistrer. Je dois lancer sur l'enregistrement, non? Oui, on t'entend bien. Je dois lancer un enregistrement ou pas? Non, c'est bon, c'est déjà en cours. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du bilan de l'insuffisance rénale aiguë à réaliser aux urgences. Je ne vais pas passer les liens. Tu fais espace ou enter, espace. Voilà. Ou bien, ouais, ou la page suivante. Ah voilà. Voilà. Donc, c'est ici, là. Ouais, ou juste là. Là, tu fais ta flèche. Ouais. Ouais. Tu fais
juste. Mais je faisais ça, mais ça ne passe. Vous avez sur une autre page. Donc, voici le plan de la présentation du jour. Donc, d'abord, je vais faire un petit rappel sur la définition de l'insuffisance rénale aiguë. Ensuite, je ferai aussi un rappel sur les 3 grandes classes étiologiques. Puis, c'est sur la démarche de la prise en charge aux urgences que je vais plus m'attarder. Et enfin, je terminerai par une conclusion. Donc, dans la démarche, on verra comment identifier rapidement l'étiologie. Ensuite, comment repérer et corriger les causes immédiatement réversibles. Faire donc le bilan et des examens complémentaires. Et puis, grâce au bilan qu'on fera, identifier et traiter les complications vitales. Donc, je tiens à préciser ici au tout début que je me suis vraiment concentrée dans cette présentation sur l'insuffisance rénale aiguë dans le contexte aigu, mais pas l'insuffisance rénale aiguë, dans l'insuffisance rénale chronique ou l'insuffisance rénale chronique. Voilà. Donc voilà, le rappel de la définition de l'insuffisance rénale aiguë selon donc les guidelines du Kidney Disease Improving Global Outcomes, qui date toujours de 2012. Donc ça, c'est la définition de l'insuffisance rénale aiguë selon les guidelines, qui est basée sur l'augmentation de la créatinine sérique ou la diminution de la diurèse. Donc, ils disent que c'est une augmentation de la créatinine sérique de au moins 0,3 mg par décilitre sur 48 heures, ou alors l'augmentation de son taux de base de 1,5 fois dans les 1 à 7 jours. Et alors la diminution de la diurèse en dessous de 0,5 ml par kg par heure sur 6 à 12 heures. Donc, on voit ici dans le tableau qu'il y a 3 stades d'insuffisance rénale aiguë selon la sévérité. Je vous passe les détails. Donc voilà, en d'autres mots, c'est la détérioration brutale et rapide en quelques heures ou quelques jours de la fonction rénale, ce qui a donc pour conséquence l'accumulation de déchets azotés et la perte de l'homéostasie hydroélectrolytique. Donc, comme remarque, j'ai aussi à vous dire qu'on n'inclut pas dans la définition le calcul du débit de filtration glomérulaire, qui se base en fait sur la créatinine sérique, parce que dans un contexte aigu comme j'aborde ici, la créatinine, les mesures de créatinine ne sont pas stables, alors que la définition et les formules qui sont utilisées pour calculer le débit de filtration glomérulaire veulent qu'on soit dans un contexte stable avec un taux de créatinine stable, ce qui n'est pas le cas ici. Et en plus de ça, la créatinine sérique est son élévation est généralement en retard sur la réelle dégradation de la fonction glomérulaire. Donc voilà, les 3 grandes étiologies. Donc, vous connaissez, on a la cause obstructive post-rénale, l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, qui est donc la prérénale, qui donc est vue en cas d'hypovolémie. L'hypovolémie peut être vraie ou relative. Ensuite, on a aussi l'insuffisance rénale aiguë suite aux modifications de l'hémodynamique, particulièrement quand on prend certains médicaments, notamment ceux qui bloquent le système rénine-angiotensine-aldostérone, donc les IEC, les sartans, qui vont donc qui vont aller bloquer en fait la vasoconstriction de l'artère efférente du rein. Et alors les anti-inflammatoires ici qui vont entraîner une vasoconstriction de l'artère afférente du rein suite au blocage de la synthèse des prostaglandines. Et enfin, toujours dans l'insuffisance rénale prérénale, on a aussi l'ischémie rénale sélective, donc ça peut être sur une sténose de l'artère sur un rein unique, ou alors une sténose bilatérale, mais c'est quand même assez rare. Et enfin, on a aussi une insuffisance rénale aiguë rénale, donc l'organique. Donc dedans, on a la nécrose tubulaire aiguë qui est assez fréquente à l'hôpital, qui peut être la conséquence de facteurs prérénaux, ou alors la toxicité tubulaire directe par des néphrotoxiques, ou la précipitation intratubulaire de composés comme la myoglobine, l'hémoglobine. Il y a l'atteinte interstitielle, donc dans la néphrite tubulo-interstitielle aiguë, l'atteinte glomérulaire dans la glomérulonéphrite aiguë et l'atteinte vasculaire dans la néphropathie vasculaire aiguë, comme dans par exemple les microangiopathies thrombotiques telles que le CHU, le PTT, ou alors les emboles de cholestérol par exemple. Donc moi ici dans mon exposé, pour faire le bilan, je me suis principalement aussi centrée sur les 2 causes principales. Donc, soit à l'arrivée à l'hôpital, donc les patients qui viennent du domicile et qui arrivent à l'hôpital, généralement, c'est une insuffisance rénale aiguë prérénale. Et alors, les insuffisances rénales aiguës qui
arrivent à l'hôpital, c'est souvent aussi une nécrose tubulaire aiguë. Donc je vais me concentrer sur celle-ci. Je vais faire un bref mot aussi sur les autres causes rénales et moins sur les causes post-rénales. Mais ici, j'ai mis un tableau récapitulatif des causes. Donc voilà, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Donc sur la démarche de prise en charge, tout d'abord, il faut essayer d'identifier rapidement l'étiologie. Donc, soit on est dans du rénal, du prérénal ou du post-rénal, et ça va se faire grâce à une anamnèse minutieuse et un examen clinique. Donc, par exemple, pour l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle ou la nécrose tubulaire aiguë, on peut donc rechercher des événements pathologiques à l'anamnèse qui suggèrent une diminution du volume circulant, donc une hypovolémie, une diminution de la perfusion tissulaire, et également des pathologies qui peuvent entraîner des états œdémateux. Ensuite, évidemment, c'est aussi super important de faire une anamnèse médicamenteuse. Donc, comme je vous ai dit plus haut, les médicaments qui peuvent modifier l'hémodynamique rénale et aussi voilà, faire attention aux médicaments qui sont éliminés par voie rénale et qui pourraient aggraver la fonction rénale. Et voilà. Donc voilà, ça à titre informatif, je ne vais pas vous tous les citer, mais c'est des médicaments qui sont néphrotoxiques et qui peuvent conduire à la nécrose tubulaire aiguë. Donc voilà, il y a aussi l'examen clinique, toujours dans l'insuffisance des maladies prérénales et la nécrose tubulaire aiguë. Donc dans l'examen clinique, rechercher des signes d'hypovolémie, j'ai mis aussi, je vais pas vous les lire, et alors aussi des signes d'inflation volémique, qui suggèrent une hypovolémie, mais relative plutôt, qu'on retrouve ici aussi. Je ne vais pas tous les lire parce que je n'ai pas le temps. Ensuite, pour l'insuffisance rénale aiguë post-rénale, c'est important de pouvoir aussi l'identifier. Et donc, dans l'idéal, en fait, c'est vrai qu'on peut avoir recours à l'imagerie médicale, notamment l'échographie généralement, mais ce n'est pas toujours un examen évident, c'est opérateur dépendant, et en plus, ce n'est pas toujours évident de le faire chez tous les patients. Et donc, on pourra en fait l'identifier aussi, repérer les facteurs de risque à l'anamnèse et à l'examen clinique qui pourraient suggérer une insuffisance rénale aiguë post-rénale, que j'ai remis aussi ici pour info. En deuxième point, dans la démarche de prise en charge, après avoir essayé d'identifier donc rapidement l'étiologie, il faut essayer de repérer, corriger les causes immédiatement réversibles. Donc on a d'abord l'hypotension artérielle, qu'elle soit systolique, diastolique, peu importe la cause, ça doit être une priorité aussi de prise en charge de la rétablir parce que ça peut précipiter ou aggraver la fonction rénale. Ensuite, il faut toujours, grâce donc aux éléments anamnestiques et à l'examen clinique, évaluer le statut volémique du patient et le corriger aussi. Donc, si on a une déplétion volémique, il faut remplir le patient. Et en cas de surcharge volémique, surtout si on a un bas débit cardiaque, il faut le prendre en charge pour améliorer la fonction rénale. Donc, comme je vous ai dit au-dessus, c'est aussi important d'identifier une obstruction potentielle des voies urinaires et enfin d'arrêter les médicaments néphrotoxiques aussi, comme j'ai cité plus haut. Voilà. En troisième point, donc là, on fait le bilan aux urgences. Donc, comme je vous ai dit, je me suis concentrée sur l'insuffisance rénale aiguë prérénale pour la différencier de la nécrose tubulaire aiguë, même si ici, vous voyez, j'ai remis quelques infos sur les causes rénales. Donc, tout d'abord, il y a 3 grands piliers pour différencier les maladies prérénales de la nécrose tubulaire aiguë. On va faire l'analyse d'urine et le sédiment urinaire. On va regarder la fraction d'éjection urinaire du sodium ou de l'urée et on va regarder la réponse de l'organisme face à une thérapie liquidienne intraveineuse. Donc d'abord, le sédiment urinaire et l'analyse d'urine. Dans les maladies prérénales, généralement, le sédiment urinaire sera normal, alors que dans la nécrose tubulaire aiguë, le fait qu'il y ait des lésions ischémiques toxiques au niveau des cellules épithéliales tubulaires va entraîner la desquamation de celles-ci. Donc, on peut retrouver au sédiment urinaire des cellules tubulaires ou des cylindres de cellules tubulaires, ainsi que des cylindres granuleux pigmentés bruns. Et ça, c'est un bon prédicteur
de la nécrose tubulaire aiguë. Ensuite, voilà, donc dans les autres causes rénales, dans la glomérulonéphrite aiguë, on va retrouver principalement à l'analyse d'urine une hématurie et une protéinurie, et au sédiment urinaire, ce sont des globules rouges dysmorphiques qui témoignent d'une atteinte du glomérule, avec ou sans cylindre hématique, alors que dans une... et on peut retrouver aussi donc une protéinurie à des degrés variables, mais généralement, elle sera assez importante, au-delà de 3 grammes par jour. Donc là, on demandera une analyse de protéines, enfin, on demandera les protéines sur le spot urinaire et une protéinurie de 24 heures. Dans la néphrite vasculaire aiguë, on retrouve également une hématurie, une protéinurie. Et dans la néphrite interstitielle aiguë, généralement, on retrouvera donc à l'analyse d'urine une leucocyte urique isolée et asymptomatique, et des globules blancs avec ou sans cylindre au sédiment. Donc dans la néphrite, ça peut être une atteinte médicamenteuse allergique. On peut retrouver certains médicaments à l'anamnèse qui ont été pris, ou alors ça peut être ça peut être infectieux en fait. Enfin, ce qui est assez connu, c'est l'infection sur hantavirus qui peut donner la néphrite interstitielle aiguë. Et on verra aussi à la biologie, mais ça je le verrai plus tard. À la biologie, on pourra avoir on verra à la COFO une éosinophilie ou alors une neutrophilie. Donc voilà, la deuxième chose à faire pour différencier toujours donc, les maladies prérénales de la nécrose tubulaire aiguë, c'est calculer la fraction d'éjection du sodium urinaire. Donc ici j'ai remis la formule. Donc cette formule, elle se base sur la concentration urinaire de sodium, sur la concentration urinaire aussi de la créatinine et sur les concentrations sériques. Cette formule est bien dans le contexte de l'insuffisance rénale aiguë parce que la fraction d'éjection ne va pas être influencée par le volume d'urine, contrairement à la concentration urinaire de sodium. Et donc c'est facile à obtenir grâce à un échantillon sanguin et un échantillon d'urine. Donc généralement, dans la maladie prérénale, la fraction d'éjection du sodium est en dessous de 1%, alors que dans la nécrose tubulaire aiguë, elle est au-dessus de 2%. Par contre, donc c'est quelque chose à prendre avec des pincettes parce que la fraction d'éjection du sodium varie avec le débit de filtration glomérulaire. Donc, dans un contexte d'insuffisance rénale aiguë, cette fraction d'éjection demande à ce que le débit de filtration glomérulaire soit réduit pour pouvoir prendre le seuil des 1%. Donc je m'explique, par exemple, si le débit de filtration glomérulaire n'est pas vraiment réduit et qu'on est toujours à plus ou moins 180 litres par jour de filtration, la charge de sodium filtré sera plus importante que si le débit de filtration était réduit. Et donc, il est normal que pour un même taux d'excrétion de sodium par rapport aux apports qu'on a dans l'organisme, la fraction d'éjection soit basse et arrive peut-être bien à 0,1%. Après, elle augmente au fur et à mesure que le débit de filtration glomérulaire diminue. Mais donc, dans ce contexte, il faut vraiment que le débit de filtration glomérulaire soit réduit. Et c'est une formule qui n'est pas valable non plus si le patient prend des diurétiques fatalement, parce qu'une natriurése est induite. Et en cas d'insuffisance rénale aiguë sur de l'insuffisance rénale chronique, c'est pas valable non plus parce que là, la fraction d'éjection de sodium sera au-delà de 1%. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de valeur absolue qui soit, enfin de seuil et de valeur absolue qui soit diagnostique de l'insuffisance prérénale. Et il faut prendre cette fraction d'éjection du sodium, l'interpréter en fait dans la totalité de la présentation clinique, hein, avec donc ce qu'on va retrouver à l'anamnèse, examen clinique, avec ce que je vous dis ici, donc ce que j'ai dit avant, enfin je vais vous montrer tous les éléments sur un tableau récapitulatif, mais voilà, il existe quand même des exceptions et donc c'est vraiment à prendre quand le débit de filtration glomérulaire est réduit dans un contexte d'insuffisance rénale aiguë. Et donc voilà, j'ai parlé aussi de la concentration urinaire de sodium, qu'on prend moins parce que, comme je vous dis, c'est vraiment proportionnel à la réabsorption du volume d'eau. Et donc, si le patient prend des diurétiques, c'est intéressant d'utiliser la fraction d'éjection urinaire de l'urée, qui est donc une molécule qui est réabsorbée au niveau du tubule proximal, qui se trouve en amont par rapport au site d'action des diurétiques de Lens et des diurétiques thiazidiques. Et donc, dans la maladie prérénale, la fraction d'éjection d'urée sera plus faible que dans la nécrose tubulaire aiguë. Et enfin, on utilise la réponse à la thérapie liquidienne intraveineuse,
qui, dans l'insuffisance rénale aiguë prérénale, lorsqu'on remplit le patient, généralement, on pourra avoir un retour de la créatinine sérique à un taux de base dans les 24-72 heures, alors que dans la nécrose tubulaire aiguë, généralement, il y aura une persistance de l'élévation de la créatinine. Et donc voilà, ici j'ai remis un tableau, donc j'ai parlé du sédiment urinaire, de la fraction d'éjection urinaire de sodium et de l'urée et de la réponse à la répétition liquidienne. Donc ça, c'est vraiment les 3 grands piliers à utiliser pour différencier les 2 maladies. On peut utiliser également le rapport de l'urée sur la créate sérique, qui au final reprend un peu, comme je vous ai dit, l'urée est réabsorbée au niveau du tubule proximal et suit donc la réabsorption du sodium de l'eau aussi. C'est pour ça que le rapport est plus haut dans une maladie prérénale que dans une nécrose tubulaire aiguë. On peut utiliser la concentration sérique de la créatinine, mais ça va de pair aussi donc avec la réponse à la répétition liquidienne, ou dans l'insuffisance rénale aiguë prérénale. La concentration de la créatinine va augmenter de façon plus lente. Il y aura des fluctuations périodiques aussi à la baisse en fonction de la filtration du rein, des variations de la filtration du rein, de la perfusion du rein, pardon. Alors que dans la nécrose tubulaire aiguë, il y aura une augmentation de la créatinine sérique. On peut utiliser l'osmolalité urinaire. Bon, c'est toujours des choses qui ne sont pas absolues, mais l'osmolalité urinaire va être plus haute dans l'insuffisance prérénale, dans une tentative... donc on va concentrer plus fort les urines dans une tentative de réabsorber le sel et l'eau, alors que dans la nécrose tubulaire aiguë, il y aura une perte de la capacité de concentration des urines. Donc généralement, ce sera inférieur à 450 milliosmoles par kilogramme. Et enfin, on peut utiliser le volume urinaire. Oui, donc comme toujours, la tentative de réabsorber le liquide en cas d'hypovolémie, on aura une oligurie, sauf si le patient prend des diurétiques, alors que dans la nécrose tubulaire aiguë, il peut être oligurique ou non. Et enfin, ici, je me suis attardée sur les complications vitales à repérer aux urgences et à traiter, qu'on peut voir grâce aux demandes de labo, que j'ai remis en conclusion. Donc ici, je ne vais pas m'attarder vraiment en détail sur les traitements, mais je les ai remis. Donc les 4 grandes complications à identifier, c'est l'OAP, l'hyperkaliémie, l'urémie, surtout les signes d'urémie et l'acidose métabolique sévère. Donc tout d'abord, dans l'œdème aigu pulmonaire, le traitement, c'est un traitement supportif qui reste donc l'oxygène et diurétique de l'anse. C'est vraiment un traitement pour soulager l'hypervolémie parce qu'il n'y a pas d'étude qui a montré que ça avait un réel impact sur l'incidence, la gravité de l'insuffisance rénale aiguë. Ensuite, bien sûr, repérer l'hyperkaliémie, surtout s'il y a des signes d'hyperkaliémie viremie ici, ou alors quand le potassium se trouve au-dessus de 6,5 milliequivalents par litre. Donc le traitement donne des gluconates de calcium pour protéger la fonction cardiaque. Pour redistribuer les stocks de potassium dans l'organisme, on met de l'insuline et du glucose. Et s'il y a une acidose surajoutée, on peut éventuellement donner des bicarbonates parce que l'alcalinisation du milieu va permettre de switcher le potassium en intracellulaire. On peut, pour diminuer les stocks de calcium, donner des chélateurs de calcium ou des diurétiques. Et bien sûr, arrêter les médicaments qui vont augmenter la kaliémie. Ensuite, une autre complication importante à repérer, c'est l'acidose métabolique sévère. Donc, c'est généralement quand on a un pH en dessous de 7,1. Et dans ce cas-là, on peut donner comme traitement des bicarbonates intraveineux pour arriver à des valeurs cibles de bicarbonate de 20 à 22 milliequivalents par litre et un pH au-delà de 7,2. Mais donc l'acidose arrive parce que le rein est donc important dans la sécrétion des acides qui sont produits par le métabolisme du corps. Et il peut y avoir des causes en plus qui induisent une acidose comme l'acidose lactique, une acidocétose diabétique qui peuvent aussi être traitées rapidement. Mais dans le traitement, voilà, on peut essayer de donner des bicarbonates et si le patient n'est pas oligurique ou anurique et qui n'est pas... on peut donner, s'il n'est pas oligurique ou anurique, on peut donner éventuellement des diurétiques pour éviter l'hypervolémie. Mais s'il est anurique ou oligurique, il faut aller à la dialyse, absolument. Et ici, j'ai remis des effets indésirables du bicarbonate à se méfier. Il peut y avoir une surcharge sodée, donc une hypervolémie, une hypokaliémie, une hypocalcémie, parce que c'est des ions qui sont dépendants du pH. Et le calcium dépendant du pH pour sa
sa liaison à l'albumine. Et ensuite, bien sûr, repérer les signes d'urémie, et dans ce cas-là, le traitement et la dialyse. Mais de toute façon, dans toutes les complications, si elles n'arrivent pas à être contrôlées par les traitements non invasifs, il faut penser à la dialyse et avoir un traitement supportif de la fonction rénale. Et pour aller un petit peu plus loin, toujours dans le bilan, on peut identifier, c'est plus rare, c'est souvent des choses qui sont modérées et qui ne nécessitent pas forcément de traitement, mais on peut identifier une hyperphosphatémie associée ou non à une hypocalcémie. Donc, une hyperphosphatémie qui doit être traitée, c'est quand elle est au-delà de 5,5 mg par décilitre. Elle est beaucoup plus importante en cas de syndrome de Leigh tumorale ou de rhabdomyolyse. Et donc, on peut donner des traitements chélateurs de phosphore pour ramener la phosphatémie dans une plage normale. Et voilà, ça peut être associé aussi à une hypocalcémie. Pour voir l'hypocalcémie, toujours demander le calcium sérique total et le calcium ionisé. Et voilà, donc quand on traite l'hypocalcémie, ça doit se baser sur la gravité, la présence de symptômes et de signes, et pas forcément sur le calcium sérique, parce qu'on aura tendance sinon à mettre trop de calcium, à rajouter du calcium, alors que ça pourra en fait favoriser la précipitation des composés phosphocalciques. Donc plutôt se baser sur la présence des symptômes et des signes dans l'hypocalcémie, et généralement les chélateurs de phosphore seront suffisants pour corriger l'hypocalcémie. Donc l'acide urique qui est aussi éliminé par le rein, peut s'accumuler en cas d'insuffisance rénale aiguë. Il n'y a pas vraiment eu d'études qui a démontré, enfin, il n'y a pas vraiment eu d'étude qui a étudié l'importance du traitement pour réduire l'acide urique, sauf en cas de syndrome de Leigh tumorale, où bien sûr c'est beaucoup plus important et que ça peut induire des néphropathies uratiques. Et alors, enfin, l'hypermagnésémie, qui encore une fois est rarement grave et symptomatique, mais si ça l'est, on peut donner une solution isotonique et des diurétiques de Lens. Et si c'est vraiment symptomatique, pour contrer les effets neuromusculaires et cardiaques dans l'attente de la dialyse, on peut donner des solutions calciques. Et donc en conclusion, ici en fait j'ai remis les demandes de labo qu'on pourrait demander. Donc c'est pas quelque chose d'exhaustif et ça a été compliqué. J'ai mis beaucoup de choses et à la fois j'ai sûrement manqué aussi certaines choses et c'est des demandes qu'il faut faire en fonction en fait de notre suspicion clinique, du contexte du patient. Il ne faut pas tout demander en fait. Mais donc j'ai remis globalement l'ionogramme sanguin, donc ça c'est vraiment important de demander, l'urée, la créatinine. Les bilirubines, je les ai demandées surtout quand on suspecte par exemple une microangiopathie. Voilà. Les créatinines kinases, les transaminases, je les ai demandées. Si on suspecte par exemple une rhabdomyolyse, on peut les demander aussi. Et une précipitation par exemple de la myoglobine dans les tubules. La troponine et alors je pense que j'ai pas vu sur la demande, mais j'ai aussi mis la NT-proBNP en cas de syndrome cardio-rénal. On pourrait le demander aussi. L'acide lactique a demandé aussi en cas de diminution de la perfusion tissulaire, ça peut s'accumuler, précipiter une acidose métabolique. Dans le bilan lipidique, j'ai seulement demandé le cholestérol, éventuellement s'il y a un syndrome néphrotique. J'ai demandé une gazo pour avoir le pH, les bicarbonates, c'est important aussi. Dans la chimie spéciale, donc c'est des choses à demander en fonction de la suspicion, toujours, mais on peut demander une électrophorèse des protéines si on suspecte un myélome multiple. Dans les protéines spécifiques, j'ai demandé les immunoglobulines parce que dans certaines maladies, de certaines glomérulonéphrites surtout, il peut y avoir le dépôt de complexes humains qui pourrait un petit peu nous orienter. Mais bon, ça, on rentre vraiment dans le domaine de la néphrologie, mais on peut demander des immunoglobulines. Et donc le complément, c'est 3C4 qui est diminué également dans certaines glomérulonéphrites, aussi dans d'autres causes en fait rénales. L'aptoglobine, on peut la demander si on suspecte toujours une microangiopathie thrombotique. Le rapport des chaînes légères, libres, kappa et lambda, je le demanderai aussi si on suspecte donc, le myélome multiple. L'osmolalité du sang, je trouve que c'est intéressant aussi de la demander, toujours à mettre en parallèle avec l'osmolalité urinaire. La créoglobuline, on la retrouve aussi dans certaines glomérulonéphrites, donc on peut la demander. Mais donc ça, c'est vraiment des choses à demander plus spécifiquement si, admettons, un jeune patient arrive aux urgences avec une insuffisance rénale aiguë qui est donc de novo, où on trouve vraiment aucune cause claire.
peut demander des causes plus spécifiques, enfin, on peut demander voilà, des éléments plus spécifiques. Au niveau hémato, ben, je demande une numération formule sanguine, enfin une COFO totale. J'ai demandé la formule leucocytaire, hein, comme je vous ai dit, on peut retrouver une éosinophilie en cas d'embole de cholestérol, de néphrite allergique médicamenteuse, par exemple. Oui, j'ai demandé les réticulocytes que je demande si on suspecte toujours donc une hémolyse. Dans les microangiopathies thrombotiques, j'ai pas demandé de bilan martial. J'ai demandé les schizocytes hein, aussi, si toujours dans la microangiopathie thrombotique. Et la dame stress qu'on peut demander si on suspecte un purpura thrombotique thrombocytopénique, on peut le demander. Dans l'analyse d'urine, donc j'ai demandé aussi un ionogramme, je demanderai un ionogramme urinaire. Toujours la créate, l'urée urinaire. Alors oui, je demande des protéines sur un échantillon urinaire, mais aussi le rapport protéines sur créate qui est important pour supprimer le facteur de dilution des urines sur les protéines. Et ben voilà, j'ai demandé encore une fois le rapport des chaînes kappa sur lambda. Et alors, dans la diurèse de 24 heures, moi je demanderais seulement ce qui est vraiment utile, c'est la protéinurie de 24 heures qui pourrait nous renseigner sur, ben, comme je vous ai dit, une glomérulonéphrite ou une atteinte vasculaire, par exemple. Donc là, j'ai pas trouvé d'éléments dans les demandes de labo. Enfin, je sais qu'on le demande évidemment, mais je n'ai pas trouvé le détail, mais toujours demander évidemment le sédiment urinaire et la culture d'urine. Donc je vous avais dit plus haut dans le sédiment urinaire ce qu'on peut trouver en cas d'atteinte rénale particulièrement. Et voilà, donc ça c'est encore beaucoup plus spécifique et c'est aussi du domaine de la néphrologie, je ne me suis pas étendue dessus, mais si aucune cause n'est retrouvée, on peut aussi demander des sérologies auto-immunes. Donc voilà, ça c'est ce qui revient de mon cours de néphrologie dans les glomérulonéphrite type aiguë. En rouge, les anticorps, enfin les anticorps qu'on peut retrouver. Ici, on ne remettait pas tout dans cette liste-ci, c'est pour ça que j'ai mis celle-ci à côté. Mais donc, par exemple, les anticorps anticardiolipines dans le lupus, on a les ANCA, le facteur antinucléaire, oui, qu'on retrouve ici. Donc, on a les anticorps anti-membrane de la membrane basale glomérulaire dans le syndrome de goutte pasture, par exemple. Ici, donc, le FAN, l'OC3, enfin, le complément que j'ai mis plus haut. Et alors, par exemple, dans la glomérulonéphrite chronique, dans la maladie glomérulaire extramembraneuse, on peut voir des anticorps anti-récepteurs à la phospholipase A2. Donc, c'est très spécifique aussi, encore une fois, de la néphrologie. Mais j'ai parmi toutes les maladies, en fait, rénales. Et enfin, ici, j'ai pas non plus mis la demande de labo parce que c'était vraiment spécifique de la néphrologie et que j'avais pas le temps de m'étaler dessus. Mais on peut demander certains médicaments, notamment qui peuvent induire une néphrite interstitielle aiguë. Et alors, certaines sérologies infectieuses, comme par exemple, j'ai en tête l'antavirus, le streptocoque bêta-hémolytique, qui peut être une cause de glomérulonéphrite aiguë. Je sais bien qu'on peut demander aussi, par exemple, les hépatites, hein, HBV, HCV, HIV. Mais voilà, ça, je ne me suis pas étalée dessus, je vous avoue, sur les causes plus profondes des maladies rénales, en fait. Mais j'ai mon cours de néphrologie si vous avez des questions. Et en conclusion, en fait, je voulais vraiment vous dire que quand un patient arrive aux urgences avec une insuffisance rénale aiguë, généralement, ça va s'améliorer après une hydratation correcte ou alors une restauration du volume sanguin et l'arrêt des médicaments néphrotoxiques. Et le bilan ici que je vous ai mis en conclusion, les demandes de labo doivent vraiment être orientées en fonction de la clinique du patient, de notre suspicion clinique, du contexte, pour essayer de trouver l'origine des lésions, de repérer et corriger les complications vitales et de pouvoir référer ensuite adéquatement vers le néphrologue pour améliorer le pronostic de la fonction rénale du patient. Voilà. Merci. Merci. Je sens que tu as bien creusé le sujet. Mais oui. C'est pas un sujet facile. Non. Voilà, maintenant, je n'ai pas été trop en détail à la fin sur mes cours de néphrologie parce que ça devient spécifique. Vous entendez toujours?
On vous entend très bien et merci beaucoup, Cassie, pour cette présentation. J'aurais bien aimé avoir cette présentation avant mes 2 semaines de médecine, ça m'aurait bien aidé, je crois. Mais toujours est-il que, et j'ai juste moi un message à vous faire passer, c'est que les néphrologues sont vraiment très disponibles. On peut critiquer beaucoup de disponibilité de spécialistes pour l'OB, mais franchement, les néphrologues sont très disponibles. Même s'ils ne sont pas en dialyse, ils sont disponibles sur Jolimont. Ils ont l'habitude d'imprimer les bons de bio directement sur notre imprimante par magie informatique et ils le font volontiers. Donc, quand on a l'impression que ça ne va pas juste être une petite hydratation, qu'il y a peut-être moyen de creuser plus, on n'hésite pas à les appeler. Ils sont très demandeurs et ils sont en tout cas relativement fâchés, véhéments quand on ne le fait pas et qu'on a laissé monter un cadre de créate à l'étage sans les avoir appelés. Voilà. Après, les appeler à 4 heures du mat, ce n'est pas forcément indispensable à peser un peu, mais n'hésitons jamais à appeler les néphros. Ils ont une vraie expertise, ils sont très doués et très disponibles. Donc voilà, ça c'est le seul message que je veux rajouter à ça. Mais merci beaucoup, Cassie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Et alors, il y a une petite remarque aussi sur la créatinine. Tu dis que la créatinine n'est pas géniale pour évaluer l'insuffisance rénale aiguë. Alors, c'est un peu le seul moyen qu'on ait, en fait, un des seuls moyens. Par contre, c'est assez marrant parce que historiquement, toute l'école UCL a été baignée par la formule de Cockcroft, qui aujourd'hui est complètement has-been, en fait, particulièrement pour nos patients d'urgence. Elle tient beaucoup trop compte du poids et de la créatinine. Donc, en fait, c'est la formule MDRG, un truc dans le genre, j'oublie toujours l'acronyme, mais une autre formule, bref, la filtration glomérulaire qui est beaucoup, beaucoup plus adéquate et qui est en fait la formule recommandée partout dans le monde, sauf à l'UCL. Donc voilà, mais ça a peut-être changé, Cassie. On conseille quelle formule maintenant pour la fonction rénale à l'UCL dans tes cours? Mais Cockcroft, en fait, par exemple, dans la population gériatrique, je pense qu'on recommande parce que justement, ça prend en compte le poids. Je sais pas trop, on nous a parlé des deux, mais... Donc, je pense que le Cockcroft, je m'excuse, hein, Cassie, ta présentation était parfaite, mais en l'occurrence, on a été revoir ça il n'y a pas longtemps. Et le Cockcroft, pour le patient gravement malade où les poids extrêmes et les âges extrêmes est complètement has-been. Donc, la population gériatrique très âgée, on n'utilise pas ça. Les patients particulièrement maigres ou particulièrement gros, on ne l'utilise pas. Parce qu'en fait, un gars avec 2 de créate, mais qui fait 150 kg, il a soi-disant une filtration glomérulaire excellente, et ça, c'est pas crédible, forcément. Donc voilà, on pourrait parler en poids idéal, par exemple, là, ce serait déjà un petit peu plus correct, mais bon, voilà, un type qui fait du bodybuilding, il va produire une créate folle. Moi, j'en produis beaucoup moins. Donc voilà, le Cockcroft est globalement à éviter. Il vaut mieux parler en filtration glomérulaire avec la formule MDMR ou je sais pas quoi, qui avant était calculée directement dans notre labo, mais qui depuis peu, c'est pas le cas. Donc je vais les contacter pour voir pourquoi ils ne mettent plus de filtre, ils ne publient plus la filtration glomérulaire automatiquement. Ça, je comprends pas. C'est depuis qu'ils ont changé, qu'ils ne font plus systématiquement la l'urée, qu'ils ont fait ça, mais je vais quand même essayer de voir avec les néphros pourquoi est-ce qu'on n'a plus que la créate alors que, tu viens de le dire, c'est quand même un peu léger pour évaluer l'insuffisance rénale aiguë. C'est compliqué, oui, la définition se base sur la créatinémie, mais c'est compliqué quand on n'a pas de biologie antérieure en fait du patient. Et c'est ce qui arrive, si par exemple c'est un jeune qui arrive et qu'on n'a pas de bio antérieure sur le taux de créate, c'est un peu compliqué aussi de faire le diagnostic, hein, sur base de la créatinine en tout cas. Bah oui. C'est la limite aussi de cette définition-là dans l'insuffisance rénale aiguë. Oui, c'est l'importance de l'anamnèse, c'est du métier des patients à prendre en charge. Je disais parce que la baranite, tout ce qui est leptospirose, tout ça, ça demande aussi des attentes. Oui, leptospirose, oui. Donc, c'est l'anamnèse qui met de base du patient, le métier, est est en contact avec des urines d'animaux, ce genre de choses. Oui, on a vu ça aussi, oui, c'est l'anamnèse qu'on peut suspecter ça. C'est très bien. Très bien, je dois couper. Merci. Merci, bonne journée à vous. Soignez-vous bien. Philippe, c'est pas très important. En coupe, hein, salut, oui. C'est fixe. Oui. Ça fait une feuille de présence pour la formation. Voilà. Magnifique.
Tu la mets dans mon bac? Ouais, pas de souci. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Merci à tous. Salut. Au revoir.